C'est le mois de juin. Les riches de la planète se rassemblent à Monte-Carlo. C'est la première étape de notre voyage autour du monde à la recherche des origines de notre alimentation. Alors pourquoi commencer ici? Monte-Carlo est plutôt connu comme un lieu où les milliardaires vivent entre eux, en perpétuelle représentation, et font des petites promenades sur leurs petits bateaux. Certains viennent ici uniquement pour manger, et ils ont bien de la chance, car c'est à Monte-Carlo que se trouve ce que la Jet Set estime être le meilleur restaurant du moment. Voici où notre recherche sur l'histoire millénaire de l'alimentation nous amène, pas vraiment l'endroit où on arrive en 2 chevaux. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Un tel dicton à Monte-Carlo se transforme en « Regarde où je mange, tu sauras qui je suis ». Pour montrer votre sophistication, votre bon goût et votre compte en banque, vous devez fréquenter le Louis XV, le restaurant de l'Hôtel de Paris. Pour ceux qui adorent manger, voici le temple des gourmets, le centre même du culte de la table. Ici, on sert les clients comme si on célébrait la messe. Rien n'est trop bon pour cette cérémonie. Quant à l'argenterie, c'est plutôt de l'or et il n'y a pas de détecteur de métal à la sortie. En coulisses, la cuisine a toute la précision sophistiquée d'une opération militaire. L'important ici, c'est la fraîcheur des produits. Saveurs méditerranéennes, sauces subtiles et plats très copieux. Le maître d'œuvre de cette révolution gastronomique s'appelle Alain Ducasse. De sa salle de contrôle, rien ne lui échappe. C'est beaucoup de rigueur, je ne suis jamais satisfait, je suis toujours à la recherche d'un détail supplémentaire et on essaie d'amener toujours un look différent, un courant différent, essayer plutôt de créer la mode que de suivre la mode, essayer d'être devant. La plupart des clients font le voyage spécialement pour venir dîner ici. L'addition flirte avec les 2800 francs par couvert, sans compter le vin provenant d'une cave des plus réputées. Cela en vaut-il la peine? Sans doute, car vous goûterez une dizaine de plats différents et on ne vous fera jamais sentir qu'il faut libérer la table. Ici se confirme votre appartenance à l'élite sociale. Le couronnement sera de pouvoir appeler tous les membres du personnel par leur prénom. L'exemple parfait de la nourriture comme faire-valoir social et affirmation d'identité. Prenez ce plat, c'est du cochon de lait, un des chefs-d'œuvre d'Alain Ducasse, une révélation pour les gourmets du monde entier. Mais n'essayez pas d'en servir à un juif pratiquant ou à un musulman. Leur religion leur interdit la viande de porc. Proposez-leur du bœuf, ce qui leur conviendra parfaitement, mais sera un blasphème pour un hindou, pour qui la vache est un animal sacré. Pour les Américains et les Européens, pas question de manger du chien, aussi succulent soit-il. Mais pour les Coréens, c'est un délice. Pourquoi de telles différences? La réponse se trouve dans notre passé. L'entourage du roi Louis XV aurait considéré cette nourriture tout juste bonne pour les paysans. De nos jours, les aliments du terroir sont devenus chics. Notre alimentation a été façonnée par des siècles de changements sociaux et de révolutions. À considérer la nourriture, on se préoccupe d'histoire. À travers cette série, nous verrons l'influence de la nourriture sur notre monde. Comment elle a présidé à la naissance et à la chute d'empires, provoqué des guerres, bâti et défait des fortunes. Tout ce que nous mangeons a une histoire. Notre alimentation est un mélange de romance, d'aventure et de mystère. Tout commence ici, dans le désert de Jordanie, là où les Bédouins continuent de vivre comme leurs ancêtres. Nous sommes bien loin de Monte-Carlo. Il y a 10 000 ans, nos ancêtres survivaient à peine.
Manger était une de leurs préoccupations constantes. Ils erraient sans cesse à la recherche de leur nourriture. Elle était rare et dépendait totalement de la nature. Les gens espéraient toujours trouver quelque chose de meilleur. Longtemps, ils continueront de cueillir des noix et des fruits, ce qui était bien loin d'être aisé. La vie était un combat et on passait une grande partie de l'existence à essayer d'échapper à la famine. Les gens chassaient, mais particulièrement dans ces régions, le gibier était rare. Puis, quelqu'un eut une excellente idée. Plutôt que de les tuer, on captura des animaux vivants. Pour la première fois, les humains commencèrent à contrôler leur approvisionnement. Les chèvres eurent le triste honneur de constituer les premiers troupeaux. Elles prirent une telle importance que les bergers se mirent à évaluer leur richesse en fonction du nombre de leurs bêtes. Les animaux étaient trop précieux pour être abattus au jour le jour. L'occasionnel ragoût de chèvre faisait figure de luxe. Les animaux n'étaient pas seulement utiles pour leur viande. En les domestiquant, les bergers obtenaient aussi du lait. Ils avaient des protéines en quantité et à portée de main. Dans ces climats chauds, le lait frais tourne facilement. Les Bédouins apprirent très vite à contourner la difficulté. On verse le lait dans une vieille peau de chèvre, puis après l'avoir accrochée à un portique, on la gonfle. En la secouant vivement, on a ainsi une sorte de baratte. Les boules de yaourt obtenues sont séchées et durcies au soleil. Ces sortes de fromages se conservent des semaines et permettent de voyager de camp en camp. Elles restent la nourriture de base du Moyen-Orient. Contrôlant mieux leur approvisionnement, nos ancêtres purent alors s'occuper d'eux-mêmes. Les ablutions précèdent tous les repas des Bédouins. Peut-être ces coutumes sont-elles la conséquence d'un bien-être soudain disponible. Dès le moment où les humains surent d'où viendrait leur prochaine pitance, ils commencèrent à se détendre, à échanger des idées au cours de repas, peut-être même à complimenter le premier cuisinier. Mais il y a environ 10 000 ans, le Moyen-Orient fut le théâtre d'un autre bond en avant pour l'humanité. Ce fut la découverte du blé. Le blé allait devenir la céréale la plus répandue au monde, la nourriture de base pour la plupart des humains. Pour nous, l'importance du blé est une évidence, mais pour nos ancêtres, il en fut bien autrement au début. Il fallait vraiment avoir faim pour se préoccuper de cette graine, car même débarrassée de son enveloppe, elle restait difficilement comestible. Rendons hommage aux premiers hommes, ou plutôt aux premières femmes, d'avoir su persévérer avec le blé malgré les dents cassées et les crampes d'estomac. Puis on découvrit qu'on pouvait moudre le grain et obtenir de la farine. Mais la farine non cuite est impossible à digérer. Nullement ébranlés, ils essayèrent de mélanger farine et eau. Cette bouillie fut en quelque sorte le premier petit déjeuner digne de ce nom. Cette bouillie était si nourrissante que tout le monde planta des graines. Rapidement, il devint évident que si on s'occupait bien des cultures, les récoltes étaient abondantes. Mais cela impliquait la sédentarisation. La période du nomadisme touchait à sa fin. Cela s'est passé à cet endroit, à Baïda, ce village en ruine de Jordanie où on pense que les humains s'établirent pour la première fois.
Beïda n'était rien d'autre qu'un village. La population y sera toujours limitée, la pauvreté du sol ne permettant pas l'extension des récoltes. C'est toujours vrai de nos jours. Certains bédouins continuent toujours de récolter les céréales comme leurs ancêtres. Pas d'outils, le blé et l'orge sont ramassés à la main. C'est un travail éreintant que les femmes rythment de leurs chants. Environ 1000 ans après la fondation de Beïda, il semble qu'il y eut un changement climatique important. La chaleur et la sécheresse devinrent intenses, des phénomènes que certains scientifiques attribuent au développement des cultures. « 7000 ans avant Jésus-Christ, Beïda fut abandonnée. À travers tout le Moyen-Orient, les premières expériences de sédentarisation s'achèvent. Ces pionniers de l'alimentation doivent reprendre leur errance avec leurs chèvres. L'histoire de l'alimentation aurait très bien pu s'arrêter là. Il en fut tout autrement. Dans certaines régions mieux adaptées, les villages se transforment en villes et parfois même en mégalopoles. Le Caire est une des plus grandes villes du monde. 16 à 17 millions d'humains vivent ici. Et la ville ne cesse de grandir, comme le reste de l'Égypte d'ailleurs. La population égyptienne grossit d'1 million d'habitants environ tous les 10 mois. Cette population, de même que la prospérité de l'Égypte, dépend du Nil, le fleuve qui traverse tout le pays, du sud au nord. Les anciens Égyptiens pensaient que le Nil était la mer de l'Égypte, et en un certain sens, c'était vrai. La pêche était une source directe de nourriture, mais le Nil avait une bien autre importance. Dans toutes les grandes civilisations du monde, les rivières sont symboles de vie. Quand le climat se détériora, sans le Nil, l'Égypte serait devenue un désert. Chaque été, quoi qu'il arrive, le Nil enfle et vient inonder les rives, les rendant exceptionnellement fertiles. Les fermiers égyptiens exploitaient ces terres, inventant des techniques comme la pompe à eau. L'irrigation permettait de garder les sols humides. Là où auparavant on n'obtenait qu'une seule récolte annuelle, les Égyptiens en obtenaient 2 ou 3. Pour la première fois, l'humanité put constituer des réserves alimentaires. Certains quittèrent les champs et entreprirent d'autres tâches. Pour leur travail, ils étaient payés en nourriture. Et comme à cette époque la nourriture était abondante en Égypte, les premiers grands travaux collectifs de l'humanité s'organisèrent. C'étaient des travaux gigantesques, tout à la gloire de ceux qui contrôlaient les réserves alimentaires. Les pharaons régnaient d'une main de fer sur le pays, et leur devise aurait pu être « le pouvoir par l'alimentation », car si on voulait manger, il fallait travailler. Ainsi, des armées de manœuvres vont peiner pendant des années pour le plus grand bienfait du tourisme égyptien moderne. Mais comment nourrir ces milliers de travailleurs? En transportant dans le désert des litres et des litres de bouillie de céréales? Voici la réponse. On la trouve près d'Assouan, dans la tombe d'un noble égyptien. Les Égyptiens pensaient qu'il y avait une autre vie après la mort, et ils décoraient leur tombe de fresques, sorte de guide pratique pour l'au-delà. Ici, nous voyons comment confectionner du pain. De nos jours, en Égypte, on cuit toujours le pain de la même manière. On l'appelle shamsin, ce qui signifie sécher au soleil. Originellement, c'était une pâte sans levain qu'on laissait cuire au soleil.
En séchant en plein air, le chamsin collectait la levure naturelle contenue dans l'air. Il fermentait et gonflait. Ce pain gonflé était délicieux et la levure naturelle le rendait plus nutritif. Ce pain avait un énorme avantage sur la bouillie de céréales. Si on le cuisait, la croûte dure protégeait l'aliment et là où la bouillie de céréales fermentait rapidement, le pain restait consommable pendant des jours. Et puis, il était beaucoup plus facile à transporter. Peut-être est-ce ainsi qu'on l'acheminait dans le désert. Partout où il y avait des villes et des armées de travailleurs, on trouvait du pain, la nourriture de base des gens du peuple. Le mot « pain » finit même par symboliser toute nourriture disponible. Mais cette valeur du pain devait devenir plus symbolique encore. Voici au Caire une des plus anciennes églises chrétiennes au monde. Chaque dimanche, les Coptes s'y rassemblent pour célébrer la communion, comme ils le font depuis le IVe siècle de notre ère. Au temps de Jésus, le pain était la base de toute alimentation, ce que soulignera le Fils de Dieu en disant « Je suis le pain de vie ». Les Coptes donnent une interprétation littérale à ces mots en rompant un véritable pain. En le partageant, ils pensent ainsi participer au mystère de la puissance divine. Ces puissants symboles signifient bien le rôle particulier que le pain joue dans nos civilisations. « 2000 ans après la première communion, 5000 ans après la construction des pyramides, le pain reste la nourriture de base pour la moitié du monde. Et dans une des boutiques les plus courues de Paris, les gens de la bonne société font la queue, non pas pour du caviar ni du foie gras, rien d'exotique ni de rare, mais pour du pain, la première invention alimentaire de l'humanité. Nous avons le choix de manger du pain ou pas, un choix qui n'existait pas autrefois. Que l'on soit riche ou pauvre, le pain était la base de tout repas, comme le riz en Orient. Il fallait se contenter d'un ordinaire monotone. Avec Rome, tout changea. La notion du choix venait de naître. La noblesse romaine croyait que tout lui était dû. Grâce aux aqueducs, l'eau traversait les déserts et grâce aux routes, leur empire se transforma en une gigantesque épicerie. Les villes romaines et les colonies furent reliées par des sortes d'autoroutes. Il fallait bien résoudre les problèmes d'approvisionnement de la capitale. Rome était la plus grande ville du monde et sa population constituait la plus importante concentration humaine jamais vue. Les besoins alimentaires d'une telle population engendreront aussi les premiers embouteillages. Mais à Rome, la quantité n'était pas tout. Les riches romains en particulier développaient une nouvelle conception du goût. Ils se servaient du luxe de leur table pour affirmer leur position sociale. Et avec le temps, leur palais de plus en plus blasé exigeait des mets de plus en plus extravagants. Certains se trouvaient parfois près de chez eux. Un des plats les plus estimés était le brochet. Pêché dans le Tibre, après s'être engraissé des rejets des égouts de la ville, ce poisson avait, semble-t-il, un goût incomparable. Mais les mets les plus recherchés venaient de beaucoup plus loin. Les Romains étaient avides de toute information concernant des nourritures étranges ou intéressantes venant d'Arabie ou de plus loin, de l'Orient. Le premier réseau international de denrées alimentaires était en train de naître. À des prix exorbitants, on acheminait des produits à travers les continents.
juste pour impressionner des invités. Pour la première fois, dans les immenses marchés de l'Empire, on pouvait faire ses courses. Les marchés offraient des produits en abondance. Poissons, fruits d'Espagne, olives de Grèce, huîtres d'Angleterre. De nos jours, à Mantua, à quelques 50 km de Rome, on peut toujours apprécier le résultat d'une telle organisation. Ce restaurant sert d'authentiques menus romains, sans doute moins extravagants qu'à l'époque, mais les saveurs et les compositions des plats sont les mêmes. Et voici la pièce de résistance. Ecco, il re dei volatili. Du pan rôti. Peut-être pas aussi goûté que le loir rôti qu'un empereur se fit servir, mais le pan était un des plats favoris de la noblesse romaine. Et pour de tels repas, on suivait déjà des recettes très précises. Mais ces mets étaient réservés aux riches. Il faudra attendre longtemps avant que le commun des mortels puisse enfin satisfaire ses envies de saveurs exotiques. En fait, il faudra attendre plusieurs siècles. Notre premier voyage se termine ici, à Miami. La notion de protection des animaux dans les jeux du cirque à Rome était sans doute aussi développée que l'est la notion de goût à Miami. Mais 1500 ans après que les Goths eurent envahi Rome, nous sommes en Amérique, là où on trouve tout ce que les nobles romains auraient détesté: liberté d'expression, démocratie et fast-food. Dans un coin tranquille de la plage, on trouve un petit cabanon qui ne figure sûrement pas dans le guide Michelin. On y sert pourtant une des meilleures nourritures qui soit, le hot dog. Élevage massif, pain industriel, épices venues du monde entier. Il n'y aurait pas de hot dog sans les grandes découvertes que nous venons de voir. Heureusement que tout a évolué, sinon cette femme n'aurait que de la viande de chèvre à nous offrir, et elle serait sans doute obligée de moudre elle-même sa farine. Il y a quand même quelques ingrédients résolument modernes pour titiller le palais sophistiqué de ses clients. Ce n'est sûrement pas de la grande cuisine, mais le hot dog est un fascinant raccourci d'histoire et d'imagination. À travers cette série, nous verrons que chaque aliment, aussi humble soit-il, nous enseigne une histoire passionnante sur nous-mêmes et sur nos origines. Plus tard, nous irons en Indonésie, théâtre des événements tragiques de la guerre des épices, là où l'Europe et l'Asie s'affrontèrent dans un bain de sang. Tout ça pour améliorer nos repas. En Argentine, nous visiterons un pays où il y avait tellement de bœuf qu'on ne savait pas quoi en faire, jusqu'au jour où quelqu'un inventa le concentré de bœuf. Napoléon a-t-il perdu la bataille de Waterloo pour ne pas avoir su perfectionner à temps la boîte de conserve? Découvrez comment la nourriture a façonné les civilisations dans la suite de Histoire de l'alimentation.